Il y a eu ce jour où j'ai fait cette crise d'angoisse de trop. Ça faisait 6 mois que j'étais dans cet état-là et au final je savais toujours pas vraiment ce que j'avais, mais ce que je savais c'est que j'avais envie d'en finir. C'était plus vivable. Alors du coup j'ai appelé les urgences pensant que j'étais en train de faire un infarctus encore une fois. Et puis finalement je suis tombée sur une infirmière qui, tout en m'emmenant aux urgences, a pris le temps de discuter avec moi dans l'ambulance et là j'ai fondu en larmes et je lui ai expliqué que je souffrais, que j'étais tout le temps anxieuse, que j'avais des pensées qui tournaient en boucle dans ma tête et que ça ne s'arrêtait jamais, jamais. Alors du coup, cette femme, quand on est arrivé aux urgences, euh, a contacté une psychiatre. C'était la première fois qu'on me faisait voir une psychiatre parce que j'étais allée un paquet de fois aux urgences et que cette fois j'étais un peu dans l'état d'esprit, c'était l'opération de la dernière chance. S'ils n'arrivaient pas à me trouver une solution, j'en finirais parce que c'était plus possible. Et cette psychiatre est rentrée dans mon box, j'étais en larmes encore. Et elle m'a demandé ce qui se passait, alors je lui ai dit écoutez, il faut que vous m'enfermiez parce que je suis schizophrène, je vais finir par faire une bouffée délirante et je vais très certainement tuer quelqu'un. Et là, la psychiatre a rigolé et elle m'a dit vous n'êtes pas schizophrène. Alors on a passé de longues minutes à discuter, à parler un petit peu de mon passé, de ma vie et de mes symptômes, ce qui m'handicapait au quotidien. Et le verdict est tombé, je souffrais d'un trouble anxieux généralisé, avec névrose traumatique, névrose obsessionnelle et des TOC, troubles obsessionnels compulsifs. J'ai choisi de partager ce souvenir parce qu'il est particulièrement important pour moi, parce que finalement, c'est le jour où ces deux personnes-là, cette infirmière et cette psychiatre, ont sauvé ma vie. Je m'appelle Joyce, j'ai 26 ans et j'ai décidé de faire ce reportage, cette interview, euh, parce que le trouble anxieux est selon moi une maladie très méconnue. Moi-même, j'ignorais son existence avant d'en souffrir et j'aimerais faire partager mon expérience à un maximum de personnes pour qu'ils puissent se sentir aidés si ça leur arrive ou pouvoir aider leurs proches si ça leur arrive également. Pour moi, le trouble anxieux, ça représente beaucoup de choses. Premièrement, ça représente une façon qu'aurait le cerveau de nous dire stop un petit peu, peut-être parce qu'on a trop cumulé, mais en général, ça arrive assez subitement.
C'est quelque chose qui nous prend vraiment aux tripes et qui nous met à terre. Je peux le dire ainsi parce que vraiment ça nous met à terre. Arrivé à un certain point, on n'est plus capable de rien finalement. On se retrouve à plus pouvoir faire son ménage, à plus pouvoir, sortir dehors, parce que sortir dehors, ça fait peur. Au final, ce dont on a peur surtout, c'est de faire une crise d'angoisse dehors. Voilà, d'avoir personne pour nous aider. Euh, on- Enfin, moi, à la fin, j'avais peur de sortir de mon lit, donc je veux dire, c'est vraiment quelque chose de très prenant, quelque chose qui nous bouffe au quotidien. J'avais vu une expression une fois sur Internet qui m'avait beaucoup parlé, c'était l'expression de folie consciente. Parce que effectivement, souvent dans le trouble anxieux, on a conscience que nos peurs sont irrationnelles, que ce soit des peurs hypocondriaques ou n'importe quel type de phobie possible. Mais pourtant, c'est plus fort que nous, pourtant on ne peut pas s'empêcher vraiment de ressentir ces peurs-là. C'est comme si elles étaient omniprésentes en nous, en fait. Oui, si je devais définir ça, je dirais que je vivais chez mon anxiété, en fait, voilà. Mon anxiété avait pris le contrôle de moi et moi j'étais tapie dans un coin à l'intérieur, toute petite. Et, euh, et je pouvais plus penser autrement, je pouvais plus faire autrement parce que finalement c'était vraiment devenu plus fort que moi. Pour moi, il y en a un paquet. Déjà, généralement, ça touche principalement les gens qui ont un naturel anxieux. Les personnes qui vont être de base toujours un peu à s'inquiéter pour l'argent, le travail, les enfants, la santé, etc. euh, sont des gens plus facilement atteints par les troubles anxieux. Après, il est évident que selon moi, c'est aussi un cumul de choses. Quand on a vécu beaucoup de choses difficiles, qu'on a eu une tendance à les enfouir au fond de nous, forcément à un moment donné, ça ressort sous une forme ou une autre. Euh, on entend beaucoup parler de la dépression, mais finalement, le trouble anxieux, c'est pas si différent. Enfin, si, ça se manifeste différemment au niveau des symptômes, mais au niveau du fonctionnement, c'est pas si différent parce que c'est un trop-plein également. Je pense qu'il y a peut-être une part de génétique aussi, éventuellement, si les membres de la famille, que ce soit des parents directs ou pas forcément directs, étaient d'un naturel anxieux, ça peut jouer également. Euh, et puis après, oui, c'est vraiment le vécu, en fait, selon moi. C'est vraiment le vécu, les traumatismes, en fait, qui vont influer sur le trouble anxieux. Je pense que finalement, peut-être que pas tout le monde pourrait déclencher un trouble anxieux parce que déjà pour moi, enfin, de par mon expérience, parce que finalement, quand on tombe malade, on se rapproche d'autres gens qui souffrent de la même chose que nous. Et je me suis rendu compte que la plupart des gens souffrant de la même maladie que moi euh, étaient des gens très empathiques. Très, très empathiques, trop gentils, à avoir tendance pardon, à toujours se faire passer après les autres, ce qui est également mon cas. Euh, et je pense que ça joue effectivement sur la corde de cette anxiété. Parce qu'il y a cette sensibilité qui est là, qui prend beaucoup de place, mine de rien, et qui un beau jour ben, nous rend malades. Alors le plus dur, c'est les symptômes physiques, sachant qu'ils vont varier d'un type de phobie à un autre. Personnellement, je suis passée par l'hypocondrie. Donc c'est-à-dire que moi, ma peur principale, c'était de faire un infarctus. Du coup, bah, j'avais très souvent des douleurs dans la poitrine qui venaient en pic comme ça très très fort. Euh, J'avais des fois des grosses difficultés à respirer aussi. Euh, quoi d'autre C'était principalement ça, des douleurs dans le bras gauche aussi, ça c'était assez souvent. Euh, Comment dire, après, je suis passée à la peur de la schizophrénie, donc qui est considérée comme une phobie d'impulsion, donc là c'est autre chose, et mes symptômes ont changé. Donc là j'ai eu la déréalisation. C'est un symptôme où en fait, littéralement au sens propre, on voit flou, mais
par problème de vue, c'est comme ça, c'est le cerveau qui se manifeste, enfin qui manifeste un symptôme comme ça. On voit flou, les visages des gens qu'on côtoie tous les jours, nous paraissent à la fois familiers et étrangers. On vit vraiment en fait dans une sensation, d'irréalité, dans un espèce de cocon. On se sent un petit peu dans du coton, un petit peu comme si vous buviez de l'alcool, mais sans la sensation d'euphorie qui va avec. Juste, le fait de pas marcher droit, le fait, d'être dans un autre monde, c'est assez effrayant. Du coup, on se met à avoir des pensées un peu folles parfois. Hem, En plus, on a tous la même, habitude d'aller sur internet, donc forcément on va sur internet. Dans mon cas, j'ai été voir quel type de délire pouvaient avoir les schizophrènes. Alors là, il y a les pensées qui se mettent à tourner et ça ne s'arrête pas toute la journée, toute la journée. Alors c'est des migraines, impossibilité de se concentrer, que ce soit pour regarder un film, pour lire un livre, n'importe quoi, c'est impossible. Parce qu'il suffit qu'il y ait un élément dans le film qui nous fasse revenir à notre peur, et il y en a toujours un. Et on va repartir dans des ruminations qui ne s'arrêtent pas, c'est vraiment du matin jusqu'au soir, donc c'est très très difficile à gérer, parce que finalement, on vit en permanence dans cette anxiété, la boule au ventre, la difficulté à respirer, les pensées, la déréalisation qui elle aussi est permanente quand elle prend sa place. Euh, la peur de sortir, c'est très compliqué parce que du coup on ne peut pas sortir seul. Certains d'entre nous ne peuvent même pas sortir accompagnés. Bon, moi c'était possible, mais c'était compliqué. Euh, Puis les tâches ménagères, on ne sait plus faire les tâches ménagères non plus. Quand on arrive à un certain point, on se retrouve en fait plus ou moins dans son lit, enroulé dans sa couette, à attendre que ça passe parce qu'on n'arrive pas à dormir non plus. Parce qu'on est tellement angoissé, on se dit je vais m'endormir, je vais mourir, ou je vais m'endormir, je vais me réveiller, je serai devenue folle. Voilà. Donc oui, il y a toutes ces petites choses qui sont très difficiles à vivre et qui rendent en fait notre quotidien impossible parce que littéralement on ne vit plus en fait. Tout simplement on ne vit plus. Du coup, on reste et on restera même quand on est pris en charge, même quand on est sous traitement qui améliore les choses. Des personnes plus fragiles que d'autres. Moi par exemple, quand j'ai des événements difficiles qui arrivent dans ma vie, je vais avoir des symptômes qui reviennent malgré le traitement, malgré le suivi. J'ai quand même des éléments d'angoisse qui reviennent, comme des réveils en sursaut la nuit, etc. Des sensations d'irréalité parfois, ce qui fait que ça reste un handicap malgré tout, qui avec traitement ne m'empêche personnellement plus de vivre, mais qui est là. Je le sens en fait, je sens que c'est là tapis en moi et que ça a envie de sortir dès que c'est possible. Alors, la première chose à faire et que beaucoup de gens vont avoir tendance à faire, enfin la première chose à ne pas faire du coup, c'est de dire tu exagères, ressaisis-toi, tu te rends bien compte que ta peur, elle est surdimensionnée, etc. On le sait. On le sait, hein, mais c'est plus fort que nous. Alors, si je pouvais donner un conseil qui pour moi est important, si on se retrouve notamment face à une personne qui est en train de faire une crise d'angoisse, premièrement, c'est d'éviter de la toucher. Parce que ça nous... À part si vraiment vous êtes une personne proche de nous ou que vous nous demandez avant est-ce que je peux te toucher, à ce moment-là on vous dit oui. Là vous pouvez nous toucher, mais évitez de nous toucher parce que ça va avoir tendance à nous braquer encore plus. Nous donner un sac, que ce soit en plastique ou en papier pour qu'on puisse respirer dedans, c'est aussi une bonne idée. Et surtout, surtout, le conseil principal que je pourrais donner, c'est de parler d'autre chose à la personne. Si vous connaissez bien la personne, si vous savez ce qu'elle aime dans la vie, posez-lui des questions, même si vous en avez déjà parlé un million de fois, même si vous connaissez déjà les réponses à cette question, parce que ça va obliger son cerveau à se focaliser sur autre chose, et ça c'est vraiment une méthode qui fonctionne très très bien. Voilà, c'est le premier conseil que je pourrais donner au niveau d'une attaque de panique. Après, pour l'anxiété au quotidien, eh bien malheureusement, quand on se retrouve dans cette situation-là, on se retrouve un petit peu à être désassisté parce qu'on n'est plus capable de rien. Donc, ben, si on veut manger, il faut nous faire à manger parce qu'on est ras. Enfin, après, moi, je parle de mon cas, hein. Il y a différents degrés de troubles d'anxiété, mais moi, j'étais incapable de me faire à manger.
D'ailleurs, j'avais peur de mourir en m'étouffant aussi, donc voilà. Mais il faut nous forcer, il faut nous pousser, en fait. Voilà, il faut nous pousser à sortir parce que même si on va faire une crise d'angoisse, même si c'est difficile, il faut nous faire sentir que vous êtes là, que vous nous soutenez, qu'on n'est pas tout seul, et cetera, et l'exposition est quelque chose qui fonctionne assez bien, même si selon moi, c'est pas suffisant, encore une fois, mais encore une fois, ça dépend du degré de gravité. Il faut aussi inviter la personne à consulter. Si son trouble anxieux n'est pas encore trop fort, il y a plein de méthodes exceptionnelles. Si vous allez sur YouTube, vous avez des exercices de respiration qui aident énormément. Apprendre à la personne à respirer par le ventre plutôt que par les poumons, parce que ça, c'est une aide extraordinaire. Moi, depuis, je ne respire plus que par le ventre et ça se fait automatiquement. Des vidéos d'hypnose aussi qui fonctionnent très 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 bien. Hem et l'inviter à consulter un psychologue, principalement en thérapie comportementale et cognitive. Si elle en est au début de son trouble anxieux, c'est l'idéal parce que, c'est des thérapies où on va nous mettre, face à nos peurs, en fait, et qui sont censées, hem, suite à nos suite à l'exposition, faire en sorte que notre cerveau se désensibilise de ces peurs-là, en se rendant compte que c'est pas parce qu'on y est confronté que ça arrive. Ça mis à part, si le trouble devient vraiment, vraiment très prononcé, que la personne, n'arrive plus à rien faire, et cetera, l'accompagner chez un psychiatre, c'est une bonne idée parce que, si vous voulez, quand on a un trouble anxieux, on redevient un petit peu un enfant. C'est-à-dire que, on a besoin sans cesse d'être rassuré. Si votre conjoint ou votre conjointe a un trouble anxieux, vous verrez que bien souvent, il va venir se blottir contre vous. Comme un enfant en fait, qui a besoin d'avoir les cheveux caressés, d'être rassuré, et cetera, parce que vivre dans l'angoisse permanente, c'est tout sauf facile. Résultat, il faut se montrer, patient, calme, mais par contre, ne pas toujours rassurer la personne, parce que si vous la rassurez en permanence par rapport à ses peurs, ça va amplifier son trouble anxieux. C'est le vice du trouble anxieux, en fait. Plus on va essayer de se rassurer, plus ça va amplifier le trouble. Donc vraiment, si vous voyez que vous êtes dépassé par la situation, que la personne va de plus en plus mal, moi je vous inviterais vraiment à faire en sorte que cette personne consulte un psychiatre, quitte à l'accompagner, parce que très souvent on a peur que le psychiatre nous dise qu'on est fou, alors que c'est pas le cas. Hem, mais montrer que vous êtes là, c'est le plus important en fait. On a vraiment besoin de se sentir soutenu parce que, comme je le disais, on redevient vraiment un enfant fragile et un enfant qui a très, très peur. Alors, je ne crois pas qu'on puisse vraiment guérir d'un trouble anxieux parce que, pour moi, une fois qu'il est déclenché, il est déclenché. C'est-à-dire que, oui, forcément, au bout d'un certain temps, on va nous arrêter les antidépresseurs, pour ceux qui sont sous traitement. Oui, ça peut bien se passer, mais on restera malgré tout toujours sensible à l'anxiété. C'est-à-dire que toute situation, anxiogène sera plus difficile à vivre pour nous que pour quelqu'un qui n'a pas de trouble anxieux. Maintenant, je pense qu'on peut arriver à vivre avec, en fait. Parce qu'après on développe des méthodes, c'est vrai qu'au début, quand on sait pas trop comment gérer, on va avoir tendance à se laisser envahir par les pensées, on va avoir tendance à se laisser, bah, vraiment, manger, en fait, par le trouble anxieux, et je pense qu'avec du temps, avec, le traitement adéquat ou pas, ou avec la thérapie adéquate dans tous les cas, hem, on apprend à vivre avec. C'est-à-dire que moi, actuellement, quand j'ai une pensée anxiogène qui vient, rapport toujours à ma phobie de la schizophrénie, hem, je vais avoir tendance à l'ignorer, même quand je vais avoir un réveil nocturne un petit peu brutal, et cetera. Je vais faire comme si de rien ne s'était passé, je me recouche, je me rendors et voilà. Je ne lui donne plus d'importance, en fait. Donc je pense qu'on peut apprendre à vivre avec. Après, maintenant, pour moi, c'est un trouble qui reste dans la majorité des cas chronique. Donc on vit toute notre vie avec. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont arrêté plusieurs fois les antidépresseurs et qui se retrouvent à devoir les prendre à vie parce que ça fonctionne pas sans.
C'est voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Hem, Après moi j'en parle souvent comme, ma cicatrice de guerre, je dirais. C'est vrai qu'au début j'ai beaucoup pleuré parce que je me suis beaucoup renseignée sur le trouble anxieux et j'étais triste, vraiment triste de me dire que j'avais ça, de me dire que j'allais certainement vivre toute ma vie avec ça. Et finalement aujourd'hui, beh, je me dis que c'est quelque chose qui m'appartient à moi, c'est quelque chose qui témoigne au final de toute la souffrance que j'ai pu endurer dans ma vie et qui c'est ma cicatrice de guerre, voilà. Elle est là, elle est douloureuse, mais elle me fait me sentir vivante aussi en un sens. Maintenant, c'est vrai que c'est pas agréable, hein. J'aimerais retrouver ma vie d'avant où j'étais, pas insouciante parce que je l'ai jamais été, mais où j'étais, je n'avais pas peur, pas tout le temps en tout cas. Hem, mais ça m'a changée. En tout cas, ça change une personne, oui, ça c'est sûr et certain. Disons qu'il y a des choses pour lesquelles on se prenait la tête avant et puis maintenant c'est terminé parce que quand on a vécu ça, voilà. Donc en résumé, non, je ne crois pas qu'on puisse en guérir, mais je pense qu'on peut apprendre à vivre avec. Que ce soit avec un traitement à vie ou autrement, ça sera toujours là, mais on peut arriver à apprendre à le gérer. Bon, effectivement, le regard social sur le trouble anxieux n'est pas très bon, déjà premièrement parce que selon moi, il est très méconnu. Comme je le disais, moi-même, je n'étais pas au courant de son existence avant que ça me tombe dessus. Donc souvent, bah, les gens vont avoir tendance à croire qu'on exagère en fait, que vraiment on fait exprès, alors que pas du tout. Et d'ailleurs, j'aimerais dire aux gens qui pensent ça que personne, personne n'a envie de vivre avec ça. Vraiment. C'est horrible, c'est handicapant comme pas possible, et puis ça nous bouffe la vie. Moi personnellement, avant d'être prise sous traitement, j'ai passé 6 mois dans cet état-là, parce que, bah pareil, la peur des médicaments, la peur du jugement, la peur que le psychiatre me dise que je suis folle, etc. Euh, Ça a été l'enfer. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis que j'ai pas vécu pendant 6 mois. Donc c'est vrai que ce serait bien que les gens se montrent un petit peu plus ouverts par rapport à ça, parce que, mais au final, c'est les mêmes clichés que la dépression, hein. Les gens vont avoir tendance à penser qu'on exagère, qu'on veut pas s'en sortir, etc. Alors qu'on mène déjà un combat permanent à l'intérieur de nous-mêmes pour arriver ne serait-ce qu'à sortir du lit le matin. Donc c'est déjà difficile. Euh, enfin, pour moi, oui, vraiment le problème, c'est que ce trouble est très méconnu, on en parle très peu, on n'explique pas le comportement qu'il faut avoir par rapport aux gens. Les gens vont avoir tendance à avoir peur de nous parce que bah, une crise d'angoisse c'est quand même assez impressionnant. Donc la première fois que ça arrive, ils vont nous regarder avec des yeux. Enfin, ils comprennent pas trop. Est-ce qu'il faut appeler les urgences? Qu'est-ce qui se passe? T'es en train de mourir? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Euh, donc il y a ça, il y a les gens qui vont réagir par la panique, ce qui nous fait paniquer encore plus. Donc du coup, c'est pas du tout la réaction à avoir. Euh, et puis il y a les gens qui nous prennent pas au sérieux en fait. Les gens qui nous prennent pas au sérieux. Et le problème, c'est que quand on a un trouble anxieux, très très souvent, on se sent déjà mis à part et isolé et incompris. Et cette attitude-là, ce comportement-là va renforcer ce sentiment qui lui-même va renforcer notre anxiété. Donc c'est vrai que j'aimerais vraiment, vraiment dire aux gens qui ont des personnes de leur entourage qui souffrent, qui souffriront malheureusement peut-être un jour de ce trouble, de se montrer ouvert, de se montrer patient, de se montrer à l'écoute, compréhensif, et, et surtout, encore une fois, de, de pousser les gens à consulter, que ce soit le médecin généraliste, un psychologue ou un psychiatre, mais c'est hyper important parce que ça va pas nous rendre fous à terme, mais par contre, ça peut nous pousser au suicide. Oui,
Moi, vraiment, c'est l'un de mes buts principaux, d'ailleurs, ce que j'aimerais dans l'avenir, c'est réussir à fonder une association, un peu comme Phobie Zéro, qui est en fait un groupe d'écoute, par d'anciens anxieux ou par, des anxieux actuels, mais qui ont réussi à prendre le dessus là-dessus. Seulement ça n'existe qu'au Québec et moi j'aimerais bien arriver à créer ça pour la Belgique et pour la France parce que, finalement quand ça nous tombe dessus, on ne sait pas trop ce qui nous arrive et on pense être fou et on se retrouve seul face à ça et c'est très, très difficile. Du coup, oui, moi je pense qu'il faut vraiment médiatiser par rapport aux troubles anxieux, parce que c'est trop méconnu. Il y a vraiment trop peu de gens qui savent ce que c'est. Moi, la plupart du temps, quand je parle de ma maladie à des gens, ils me disent: «Ah bon? Mais ça existe?» et cetera. Oui, ça existe. Ça paraît fou, hein, parce qu'on s'imagine pas qu'un truc pareil puisse exister, même si au final c'est pas quelque chose de très, très grave parce que comparé à d'autres maladies comme, bah, par exemple la schizophrénie, les troubles de la personnalité multiple et cetera, ça demande pas un traitement non plus exceptionnel, c'est simplement des antidépresseurs. Pourtant ça peut vraiment détruire une vie. Hem, donc moi, ce que j'aimerais effectivement, c'est qu'on en parle. C'est qu'on en parle parce que je pense qu'il y a encore trop de gens qui sont tout seuls chez eux à se demander ce qui leur arrive, à se demander s'ils sont en train de devenir fous et à se sentir seuls, surtout. Et pour moi, c'est vraiment important d'aider ces personnes à ne plus se sentir seules. D'aider ces personnes à s'épanouir, à savoir qu'elles sont pas toutes seules surtout, à savoir que ce qui leur arrive est très dur, mais que on peut faire quelque chose, qu'elles peuvent être aidées. Donc il faut vraiment continuer d'en parler, vraiment. Premièrement, je dirais de l'ouverture d'esprit, parce que beaucoup de personnes vont fonder leur vie sur des objectifs fixés. Il faut faire des études, il faut trouver un travail, il faut faire un enfant ou 2, il faut acheter sa maison et cetera. Et tout de suite, quand on est malade psychologiquement, on est catégorisé. On est catégorisé comme des personnes à part, comme des personnes qui font peur un petit peu, comme des personnes folles peut-être, je sais pas. Hem, pourtant, je pense que si les gens prenaient le temps de se renseigner un peu plus sur les maladies, quelles qu'elles soient, ils se rendraient compte que derrière, il y a un être humain et un être humain très souvent qui est en très grande souffrance. Parce que personne ne va souffrir d'un trouble anxieux, sans avoir vécu, souvent, très souvent, de terribles traumatismes dans sa vie, qui font qu'aujourd'hui, il en est arrivé là. Hem, de l'ouverture d'esprit du coup et puis plus d'écoute, plus de partage, moins de jugement, parce que c'est vrai que la société actuelle est beaucoup dans le jugement, beaucoup dans le paraître. Du coup, quand on voit des gens comme nous et ben, c'est pas que ça choque un peu, mais on paraît misérable parce que, bah, on n'a pas forcément envie de se maquiller, on n'a pas forcément envie d'avoir les cheveux parfaitement bien coiffés, on n'a pas forcément envie d'être bien habillé parce qu'on vit avec notre souffrance intérieure, avec notre petit nuage, gris qui pleut en permanence au-dessus de notre tête. Donc je pense que, c'est important que les esprits s'ouvrent un petit peu, que les préceptes, de la société soient un peu moins marqués et qu'on essaye un petit peu de regarder autour de soi, parce que malheureusement, il y a un petit peu trop d'égoïsme dans ce monde et même dans le monde de l'emploi, je suis persuadée que si demain je vais dans une entreprise et que je leur explique que ça fait 1 an que j'ai pas travaillé parce que, bah, j'ai été malade, d'un trouble anxieux, ils vont prendre peur et ils vont pas vouloir m'embaucher. Heu, pourquoi? Je veux dire aujourd'hui je suis sous traitement, je suis stable, mais ça ils en auront rien à faire, très probablement. Tout ce qui les intéressera, c'est de savoir que j'ai un trouble anxieux et que du coup, ça fait peut-être de moi quelqu'un d'instable selon eux et cetera. Alors que ça n'enlève rien aux capacités professionnelles d'une personne, ça n'enlève rien à son caractère, ça n'enlève rien à ce qu'elle est. Mais bien souvent, après on nous voit comme une maladie ambulante. On n'est plus une personne, on est une maladie et ce serait bien que ça change.
Alors il y a ça, ou alors il y a les gens qui sont trop gentils aussi et puis qui vont nous traiter comme si on était au stade terminal d'un cancer, par exemple. C'est pas forcément bon non plus, on demande simplement à être traités comme des gens normaux. Rien de plus, rien de moins.